Bienvenue à tous. Merci d'être là. Avant de démarrer, alors ce que je vous propose, c'est que je vais essayer de faire ça. On va essayer de faire ça. On est trois. Il y a d'autres personnes qui vont intervenir aussi. Vous essayez de rendre ça le plus dynamique possible. Si vous avez des sujets, si vous avez des questions, levez la main, coupez-moi la parole, criez, faites ce que vous voulez. Et comme ça, on sera dans l'échange. Et le but, c'est que ça soit le plus interactif possible, que vous ayez sûrement aussi, alors des attentes. Donc il y a peut-être des points qui pour moi que je n'avais pas prévu de creuser, mais qui sont intéressants pour vous et donc qu'on pourra creuser ensemble. Et puis si vous avez des cas particuliers, voilà, n'hésitez pas. Alors déjà, est-ce que vous connaissez BPI France un petit peu ou pas? Ça vous parle? Un petit peu. Bon, alors pour vous, d'abord, je vais vous parler de programme. Comme ça, vous saurez ce qui vous attend. Donc, on va se présenter, d'où la première question, mais je vous la reposerai juste après. Cette fois-ci, vous direz tous oui. On va parler donc de nous, ce qu'on fait, parce que c'est important de savoir qui on est pour savoir qui vous parle et à quel point c'est crédible ou pas. La deuxième partie, on va vous donner les repères clés pour une session, une reprise d'entreprise, pour qu'elle se passe dans les meilleures conditions possibles. On va aussi vous parler de nous, BPI France, comment on peut vous accompagner sur cette partie-là, dans le financement, dans l'accompagnement. Et enfin, on va vous parler un peu plus en précision, on va préciser un peu plus sur l'accompagnement et l'accélérateur qui est sorti et qui est dédié justement aux services aux entreprises d'aide à la personne. Chaque fois, j'ai envie de dire de aide à la personne, mais c'est de service à la personne. Si je refais l'erreur, vous me dites. Donc voilà, donc on va commencer. Qui sommes-nous? Vous connaissez BPI France? Eh ben, je vais quand même vous expliquer qui on est. Alors, qui on est? On est un vaisseau un peu hybride. On est un peu unique en Europe, une manière de fonctionner qui est bien à nous, Français. On aime bien faire les choses un peu différemment. On est une banque publique d'investissement qui est détenue en fait à 50% par l'État et à 50% par la Caisse des dépôts. Déjà, vous dites, je suis en train de vous mentir, c'est marqué 49% de chaque côté. En fait, on a aussi les banques qui sont un petit peu actionnaires au capital de chez nous parce que notre rôle, on a un rôle d'intérêt général, c'est-à-dire qu'on doit embarquer l'écosystème pour créer un environnement favorable au déploiement ou en tout cas au déploiement des axes stratégiques de la France pour rendre les entreprises compétitives et pour créer de l'emploi. Maintenir et créer de l'emploi. Donc, on a vocation à embarquer les banques avec nous. Le mieux, c'est qu'elles soient un peu aussi à notre capital. Alors, on est partout en France, on fonctionne par des directions régionales. Pourquoi? Parce que ce que je viens de vous dire, c'est qu'on essaye d'être au plus proche des entreprises. On est au plus proche des entrepreneurs. Donc le but, c'est que quand on rencontre un entrepreneur, un dirigeant de société, un DAF ou qui que ce soit qui nous demande des conseils, qui nous demande un accompagnement, notre manière de fonctionner, c'est que ce soit quelqu'un sur place qui prenne la décision et non pas un grand ponte qui est à Paris et qui dit oui ou non, OK pour la transmission de cette entreprise ou oui ou non pour financer le rachat de cette entreprise. Alors, quand je vous dis qu'on a une mission d'intérêt général, c'est parce que notre plan stratégique, par exemple, il se rapproche très fortement du plan France 2030. C'est-à-dire que pour rendre les entreprises compétitives pour demain, il faut qu'elles soient prêtes à affronter le monde d'aujourd'hui, mais aussi qu'on les prépare au monde de demain. Quand je parle de ça, je parle par exemple de la transition écologique. Ça, on est sûr que les boîtes demain, toutes les entreprises, que ce soit dans le service à la personne, dans l'industrie, dans le commerce, dans quoi que ce soit, demain, on se prépare à ce qu'il y ait une transition écologique qui soit importante avec des financements importants. Donc là, on a déjà un premier rôle de les embarquer là-dedans. Deuxième rôle, c'est on doit réindustrialiser la France. Ça, on l'entend souvent en ce moment. Justement, ça va être notre rôle de financer les boîtes innovantes, de financer les entreprises qui créent de la valeur en Chine, alors que c'est plutôt chez nous qu'on aimerait plutôt créer de la valeur et créer de l'emploi. C'est pareil, on va financer des ouvertures d'usines et financer au plus les industries. Le service à la personne, c'est aussi du coup un enjeu stratégique pour la France de demain. D'abord parce qu'il faut prendre soin des gens qui sont les plus vulnérables, et donc c'est ce que vous faites, ou en tout cas c'est ce que ces métiers font via l'entreprise. Et c'est aussi un gros vecteur d'emploi. Alors j'ai regardé quelques chiffres tout à l'heure, je sais
c'est bête, je les ai déjà oubliés, mais je crois que c'est 250 000 emplois qui vont exister dans le service à la personne d'ici à 2030. Donc ça, il faut absolument qu'on l'anticipe. Et donc c'est notre rôle aujourd'hui d'être à vos côtés déjà pour maintenir au moins tous ces emplois, voire en créer plus si possible. Alors, pour vous donner un ordre d'idée de ce qu'on représente sur le marché, alors on a une place centrale, comme quand on vous l'a dit, on essaye d'embarquer tout l'écosystème pour faire grandir les entreprises et créer de l'emploi. On est très central et on est très peu nombreux. Par contre, on parle à toutes les banques, ce qui fait que tous les sujets nous reviennent très rapidement et on est très agile. Dernier exemple en date, par exemple, on va vous parler à la fin de l'accélérateur, de l'accompagnement. Par exemple, on a en 2016 notre directeur général qui parlait avec des entrepreneurs. Les entrepreneurs lui ont dit « Nous, on est seuls, on veut bien créer des champions de demain, vous nous demandez tous à être des champions. Selon moi, j'ai repris l'entreprise de mon père, j'ai pas fait une école de commerce, ou moi j'ai fait une école de finance et puis entre-temps, il s'est passé 20 ans, je sais plus comment faire, je sais plus où sont les leviers. » Et donc, en l'espace de 1 an ou 2 ans, je crois, on s'est dit, bah oui, effectivement, on aide les entreprises, mais pour aider les entreprises, il faut surtout aider les entrepreneurs, parce que c'est les entrepreneurs qui sont les leaders des entreprises. Et donc, c'est le dernier pan qu'on a créé chez BPI France pour accompagner tout le monde dans la réussite avec, comme je disais tout à l'heure, un environnement le plus favorable possible. L'année dernière, sur ce qu'on a fait au global, on a injecté 63 milliards d'euros dans l'économie réelle. Alors si on compare à la richesse d'Elon Musk, c'est pas grand-chose, c'est un 6e aujourd'hui, mais c'est énorme. Pour 3600 personnes, pour donner un ordre d'idée, BNP, il devait être 160 000, et donc 80 000 en France. Société Générale, c'est à peu près pareil. Donc voilà. Donc on a la culture d'être au centre de l'échiquier, d'être au plus près des entrepreneurs et d'embarquer tout le monde dans la réussite de tous. Alors, maintenant qu'on sait qui on est, voilà ce qu'on propose. Et pour vous donner, en fait, j'avais oublié qu'il ne faut pas viser cet écran-là. Vous avez beau me le dire, je pense que je ferai l'erreur après. Alors, comment on vous accompagne les boîtes ? On reviendra, promis, sur la session reprise d'entreprise, mais quand même pour bien comprendre ce qu'on sait faire. Et ça, d'ailleurs, dans la reprise et la session, vous êtes complètement là-dedans. C'est-à-dire qu'on accompagne à la fois des très petites entreprises, des PME, des grandes entreprises. Et ça, tout au long de la vie et en fonction des sujets qu'il y a. Typiquement, bonjour. On a créé un entrepreneur qui travaillait dans une société de service à la personne, qui se dit moi je veux créer la mienne, j'habite à Pau et je veux créer la mienne, ça fait 10 ans que je travaille là-dedans et je sens qu'il y a un besoin à cet endroit-là. À la base, la banque elle veut bien financer, mais c'est quand même très risqué. Donc ce qu'on va dire à la banque, on va dire allez-y, financez cet entrepreneur, il va créer de l'emploi. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va intervenir en garantie. On va dire à la banque, allez-y, financez cette création. Et nous, on va prendre 50 à 80% du risque derrière. Donc allez-y, on va le financer, on va le soutenir avec vous. Une fois que ça commence à marcher, ça fonctionne bien, il a besoin d'embaucher des personnes. Il a besoin de trésorerie parce que ses clients mettent du temps à payer. Il a besoin d'acheter de nouveaux matériels pour ses employés. À ce moment-là, hop, on rentre et on finance aux côtés de la banque. Sachant que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on embarque les autres, c'est-à-dire qu'on ne les remplace pas. C'est-à-dire qu'on ne sera jamais une banque principale. Nous, on est là pour dire, on y va, donc banque, suivez-nous. Donc là, on va être en cofinancement avec une banque. Et puis finalement, il va se dire, tiens, j'ai trouvé une nouvelle idée, je vais l'innover. Pareil, c'est très risqué pour une banque. Et c'est pas grave, allez-y, nous, on va financer avec vous, on va le cofinancer et on va le garantir aussi à côté. Ensuite, la boîte elle est très grande, il se dit elle commence à grossir, ça commence à prendre de l'ampleur, il se dit je suis à Pau, il y a l'Espagne qui est pas si loin que ça, j'aimerais bien ouvrir une antenne en Espagne. Hop, international. On lui finance le fait de pouvoir aller chercher le marché, de comprendre le marché là-bas, en prenant le moins de risques possible, et ensuite de le financer s'il ouvre une société là-bas. Ensuite, on commence à devenir une grande entreprise, il a de la dette, il a des revenus, à bout d'un moment, il faut aussi qu'il se finance par fonds propres. Et c'est là qu'on intervient en entrant en fonds propres. Et là, cet entrepreneur qui était tout jeune, qui ne servissait à personne, c'est pas un ingénieur commercial, c'est pas quelqu'un qui sait travailler une marque employeur. Et il se dit, j'ai besoin d'accompagnement là-dessus, sachant que dans ce milieu-là, je pense que vous le savez mieux que moi, le cœur du métier, c'est les relations humaines, les ressources humaines. Et voilà.
on va l'accompagner là-dessus et on va parler notamment de l'accélérateur à la fin. Ah, pardon, ouais. Alors ça dépend. En fait, quand on est en financement, pas du tout. On prend pas de participation. On est vraiment en financement à faire de la dette moyen-long terme ou aussi de la dette à plus court terme aux côtés des banques. Ou alors on va les garantir dessus. Et alors si on peut rentrer au capital quand on est en quand on est en fonds propres. Ici. À ce moment-là, on rentre au capital, effectivement. Pareil, on n'a pas vocation à devenir actionnaire majoritaire. Sinon, ça deviendrait une entreprise publique. Donc, on est toujours avec des fonds à nos côtés pour prendre une part du capital et voilà. Bonjour. Alors, maintenant, on va parler d'entreprise. On va parler des repères clés pour une session et une reprise réussite. On va se mettre du côté du cédant et on va se mettre du côté oui. Excusez-moi, toujours dans le même sens que la question qui a été posée juste avant. Ouais. Le coût, pour les participations dans la boîte, il y a un coût par contre à la garantie. Oui, ouais. Et ce coût-là, pour le coup, il est de coût. Je peux pas vous donner un coût comme ça. Ça va dépendre du montant, ça va dépendre de la durée, ça va dépendre de l'objet de financement. Globalement, et ça va dépendre aussi de si c'est du financement vert, mais on est à peu près à 1%. Ça coûte à peu près 1% du montant. Ça va jusqu'à 2 millions maximum. Alors, en fait, quand on garantit, le fonds de garantie qu'on va utiliser, on a le droit d'en prendre que 2 millions maximum pour une société ou pour un groupe. Sachant que quand on garantit, si on consomme 2 millions du fonds et qu'on prend 50% de garantie, c'est-à-dire qu'on garantit 4 millions au total de crédit qui a été fait. Les 50% restants, qui c'est qui les garantit ? Après, c'est un crédit. En fait, l'objectif, c'est qu'il y ait quand même. On va pas remplacer les. On veut pas non plus disturber l'économie. En fait, le but, c'est quand même qu'il y ait un entrepreneur. Il doit quand même prendre un peu des risques. Enfin, le but, c'est qu'on soit tous dans le même bateau. Un entrepreneur qui prend des risques, une banque qui prend des risques, et nous, on leur dit, on va diminuer le plus possible ce risque, mais il faut quand même qu'on soit tous dans le même bateau, parce que on va pas mettre. C'est pas des cadeaux. Je vous en prie. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est un enjeu pour nous, les transmissions reprises et en particulier dans les services à la personne. Pourquoi ? Un peu comme à l'accompagnement, en fait, on a demandé à nos clients, à toutes les personnes qui nous entourent, et puis ce qu'il en est ressorti, c'est qu'on est sur une pyramide d'âge qui fait que on sent venir le fait qu'il va y avoir beaucoup de sessions dans les prochaines années. Dans les interrogatoires, c'était pas la police non plus. Ça se passe pas comme ça. Mais voilà, dans ce qui est ressorti, c'est que on avait, alors je retrouve plus le chiffre, mais des entrepreneurs de plus de 60 ans, il y en a 27%, voilà. Il y a 27% d'entrepreneurs, des dirigeants d'entreprises qui ont plus de 60 ans. C'est-à-dire qu'il y a 27% des entreprises qui vont forcément être cédées, si on voit large, dans les 20 prochaines années. Quand même, dans tout cela, il y en a 41% qui, eux, disent que ça sera même dans les 5 prochaines années. Donc quand même, je ne sais pas combien il y a d'entreprises en France, pour le coup c'est l'info que j'ai pas, mais c'est-à-dire qu'il y en a quasiment 1 sur 2 qui va être cédée dans les 5 prochaines années. C'est juste énorme. Et on ne peut pas se permettre de perdre ces emplois-là. Sachant que sur ces 40%-là, il y en a un quart qui la prépare, cette transmission. Et on va en parler tout à l'heure, mais la préparation de la transmission, c'est un enjeu... allez, je vous fais un petit teasing. Il faut 2 ans pour préparer. Pour être dans des bonnes conditions, dans l'idéal, il faut entre 2 et 5 ans pour le cédant pour préparer sa transmission. Donc voilà, quand on voit ça, on se dit il faut faire quelque chose. Et donc nous, on a la capacité de faire quelque chose et on le fait. Et on le fait avec nos produits, comme on l'a vu tout à l'heure, mais on le fait aussi en s'adressant à vous directement et en s'adressant aux entrepreneurs. Donc, une fois qu'on a dit ça, voilà, pour vous donner un ordre d'idée de ce qu'il faut, de ce à quoi on va faire face quand on va céder une entreprise ou quand on va reprendre une entreprise. Alors, il y a beaucoup de bon sens. Ça, c'est la première chose. Je ne l'ai pas mis dans les étapes, mais en général, les dirigeants ou les personnes qui ont un projet, ils ont du bon sens. On vous fait confiance là-dessus.
Mais voilà, il y a des étapes, il y a pas mal d'étapes finalement à anticiper, à préparer, ou en tout cas à savoir qu'elles arrivent. Et puis après, il faut savoir s'entourer aussi pour être au mieux et en tirer le meilleur profit, ou en tout cas, enfin le meilleur profit, mais je veux dire dans tous les sens du terme. Et pour le cédant, et pour le repreneur, et pour les employés, et pour tout le monde, quoi. Donc pour le cédant, à quoi ça ressemble? Alors déjà, il faut qu'il anticipe et qu'il prépare. Anticiper et préparer, c'est il y a une des choses à laquelle on pense pas, ou alors on a pas qu'on pense pas, mais qui est difficile et qu'on voit nous chez BPI France, notamment par la garantie, parce que du coup on nous sollicite, les banques nous sollicitent énormément au moment des transmissions d'entreprise. Il y a un point qui est très important pour le cédant, c'est le côté psychologique. Alors, je sais pas comment ça se passe. Enfin, dans les grands groupes en général, bon, il y a ceux qui veulent partir tôt à la retraite. Il y en a aussi qui se disent, moi, j'aime trop mon métier et je veux rester. Chez les dirigeants, il y en a quand même beaucoup qui c'est leur bébé, quoi, leur entreprise. Et en fait, s'ils se préparent pas avant psychologiquement, je le dis pas d'une manière péjorative, hein, mais vraiment de se dire, bah demain, ça sera plus mon bébé à moi. Je vais le mettre à l'internat, quoi, finalement, et il va pas revenir à la maison. Et donc c'est cette première chose-là, et de savoir pourquoi il le fait, pourquoi il la cède. Est-ce qu'il la cède parce qu'il en a marre? Est-ce qu'il la cède parce qu'il sait qu'il sera trop vieux? Est-ce qu'il la cède parce que il commence à avoir des problèmes de santé? Est-ce qu'il la cède parce que il sent qu'il arrive à un plafond de verre et que la boîte pourrait grandir encore, mais qu'il préfère se mettre en retrait pour qu'il y ait quelqu'un de plus qualifié ou encore plus motivé, plus jeune qui pourra la porter vers le haut? Voilà, il peut y avoir plein de raisons. Mais trouver cette raison-là, c'est ce qui va le faire avancer au mieux sur la suite et d'être le plus factuel sur le reste des étapes dont on parle. Et justement, la deuxième étape, c'est le diagnostic de l'entreprise. Ça, il faut la diagnostiquer. Un dirigeant, souvent, et de ce qu'on voit, un dirigeant connaît son entreprise. Il connaît l'entreprise sur le bout des doigts, toujours. Mais il y a toujours des choses qui lui échappent et c'est normal. Il peut pas être partout à la fois. Alors, ça dépend de la taille d'entreprise. Si on parle d'une entreprise qui a 2 employés, ça sera plus simple. Maintenant, quand il y a 10 employés, 15 employés ou 50 employés, là, ça commence à être beaucoup plus dur de gérer tous les sujets. Et en même temps, j'ai envie de dire, s'il gère tous ces sujets-là, ça veut dire qu'il est pas sur d'autres. Et qu'il y en a peut-être d'autres qui pourraient être aussi creusés. Bref. Diagnostiquer l'entreprise, connaître ses points forts, son point faible, son marché, comment il marche. Est-ce qu'on est sur un marché qui progresse, un marché qui diminue? Si c'est un marché qui est régulé par l'État, est-ce qu'on va avoir de plus en plus de licences ou est-ce qu'au contraire, il va y avoir de moins en moins de licences? S'il va y en avoir de moins en moins, peut-être que l'entreprise va prendre de la valeur parce que pour le coup, elle sera dans les rares à avoir des licences. Enfin bref, tous ces points-là, il faut tous les creuser. Les points RH aussi, comment je suis organisé, comment je recrute. Voilà, toutes ces gestions-là, c'est un diagnostic au plus profond qu'il faut faire. Choisir le mode de cession. Est-ce que l'entreprise, on va la transmettre à ses enfants? Est-ce qu'on va on va revendre un fonds de commerce, qu'on va revendre des titres? Là, pour le coup, ça, c'est quelque chose à voir avec son expert comptable, avec son banquier. Il y a des questions de fiscalité. Enfin, il y a plein de sujets qui seront aussi à soulever, qui vont être préparés, qui peuvent changer, notamment la négo et la valorisation de la boîte après. Préparer les éléments prévisionnels, là forcément ça va avec le diagnostic de l'entreprise. Si au moment où vous cédez l'entreprise, vous avez déjà négocié 100% des contrats qui vont vous permettre de faire du chiffre d'affaires sur 5 ans, ça a de la valeur. Par contre, si au contraire sur la dernière année vous avez perdu tous les contrats, ça va perdre un petit peu de valeur. Mais en tout cas, voilà, pour projeter l'entreprise dans l'avenir et lui donner une valorisation, notamment, de faire un business plan, enfin surtout un business plan qui est le plus crédible possible, c'est ce qui va lui donner le plus de valeur possible, ou en tout cas la valeur la plus juste. Élaborer un dossier de présentation et trouver un repreneur. Là, je vais les mettre ensemble parce que mine de rien, un repreneur, quand il prend une boîte, quand vous connaissez votre société par cœur, vous avez fait tous les diagnostics et tout, le repreneur, il la connaît pas forcément. Et il peut se poser beaucoup de questions. Et rien que d'avoir une présentation qui est claire, qui est concise et qui prend tous les points les uns après les autres, ça rassure le repreneur. Ça, dans la négociation, ça joue aussi. Sachant que, en plus, quand un dirigeant revend son entreprise, il n'est pas toujours seul sur le marché. Mine de rien, il y a aussi plein de sociétés qui sont à vendre, ou en tout cas sur divers marchés. Donc on est en compétition aussi. Donc finalement, vous vendez un produit
produit plus. Mais quelque part, voilà, la communication, ça fait aussi partie de ce qui peut lui donner de la valeur et qui peut accélérer le processus de revente quand besoin. Ensuite, négocier le protocole d'accord, ça, vous savez faire. En tout cas, les dirigeants savent le faire, c'est ce qu'ils font tous les jours, négocier. Et gérer la pré-session. Et donc ça revient sur le point que j'avais abordé au tout début. Gérer la pré-session, est-ce que je sors tout de suite de l'entreprise? Est-ce que je donne les clés et puis j'entends plus parler? Ou est-ce que j'accompagne encore le cédant pendant 1 an, pendant 2 ans? Pendant combien de temps? Quel rôle je prends? Est-ce que je reste dirigeant pendant 1 an et ça sera mon adjoint, le repreneur? Ça, en général, ils sont pas trop pour. Mais voilà, est-ce que je suis plutôt assistant et que je m'occupe et que j'accepte d'être en second plan et de pas savonner la planche, au contraire, de la rendre la plus solide possible pour le suivant? En tout cas, c'est des points aussi qui sont importants et qui aident à la réussite d'une bonne transmission d'entreprise. Donc ça, c'est le côté cédant. Maintenant, côté repreneur, d'abord, je vais boire un coup. C'est une question à ce moment-là. Sur toutes ces étapes, on peut vous appeler pour avoir des conseils ou pas du tout? Vous pouvez m'appeler jour et nuit. Ça se trouve, il y a mon numéro sur Internet. Alors, je suis pas forcément le mieux placé pour chaque étape. En fait, sur anticiper, préparer, tout ça, il y a un site qui est super bien fait. Je prêche pour mon entreprise, et c'est BPI France Création. Pour le coup, on a une antenne qui est vraiment dédiée à ça, qui accompagne les entrepreneurs. Donc, la plupart des informations que je vous donne là, elles sont aussi sur le site de BPI France en général et BPI France Création. Donc après, il y a au moment de préparer le prévisionnel et tout ça, ça sera plutôt avec l'expert comptable, avec la banque aussi, bien sûr. Mais nous, ça arrive quand même régulièrement que j'ai des entrepreneurs qui m'appellent en direct et qui, avant d'aller voir la banque, nous demandent comment le préparer mieux, quoi. Comment préparer le dossier au mieux pour être vu par un autre banquier. Après, on peut pas le faire tout le temps non plus. Comme je vous ai dit, on est 4000. Et franchement, on fait le max à chaque fois. Et en passant par BPI France Création, c'est la meilleure porte d'entrée à ce moment-là pour pouvoir après accéder à tout le reste. Et une fois que vous avez ouvert une porte, chez nous, c'est un open space. Hein, vous allez partout. Donc, côté repreneur. Côté repreneur, là aussi, on a plein d'étapes. Franchement, on retrouve à peu près les mêmes. Définir son projet. Forcément, quand on entre, le repreneur, est-ce qu'il veut racheter une PME, est-ce qu'il veut racheter une TPE, est-ce qu'il veut se donner à fond, est-ce qu'il veut être directeur général très vertical, est-ce qu'il veut être dans l'échange, enfin bref, il y a tous ces points-là aussi à se poser comme question au moment où on définit son projet et pour ensuite chercher une entreprise qui corresponde à ça et trouver chaussure à son pied, quoi. La deuxième chose, rencontrer le cédant. Ça, je l'ai pas mis dans le parti cédant, mais en fait, ça vaut pour les deux. Rencontrer le cédant, connaître la culture d'entreprise, savoir comment elle fonctionne, connaître ses points forts, ses points faibles. Là-dessus, ça va être aussi sur le diagnostic, qui va le voir. Le mieux pour un repreneur, c'est qu'il fasse un diagnostic aussi de son côté, qu'il fasse faire un diagnostic pour avoir, comme partout quand on compare. Bâtir un business plan, lui aussi. Le repreneur, souvent le cédant, le business plan, il va... moi, si j'étais cédant, je dirais que ma boîte, elle fait comme ça. Pour le repreneur, il faut qu'il ait aussi un contrat à vie derrière pour aussi, lui, se projeter à l'avenir et comment il peut faire. Et ensuite, savoir comment il va le financer. Est-ce qu'il le finance à 100% en fonds propres? Est-ce qu'il le finance, est-ce qu'il prend 100% ou est-ce qu'il prend 50-50 avec son frère, sa femme, sa famille, ses amis, qui il veut? Est-ce qu'il finance par de la dette? Est-ce qu'il finance au maximum par de la dette pour garder de la trésor, lui, dispo, ou au contraire, avoir le moins de dettes possible pour être sûr de ne pas se retrouver le bec dans l'eau et être surendetté avant même d'avoir commencé à faire marcher la boîte. Et enfin, négocier le protocole d'accord et gérer et prendre le leadership. Là encore, ce sera avec, bien sûr, le dirigeant, le cédant, pardon, que ça va se négocier, savoir comment il va être accompagné. Pour résumer tout ça, finalement... Et là, je vais vous redonner un peu mon regard de banquier. Finalement, banquier gentil, hein, banquier, banque publique. Voilà. Si on devait résumer ça, on dirait qu'il y a 3 facteurs principaux. Il y a le côté humain, du cédant, du repreneur, du contexte aussi.
Parce qu'une session, comme je disais tout à l'heure, si c'est une session qui est préparée, ça ne se passe pas de la même façon que si le dirigeant nous a quittés de manière subite. Ça ne va pas du tout se passer de la même façon. Pareil, quel accompagnement il va avoir. Voilà. Il y a le facteur humain qui est très important, le facteur diagnostic d'entreprise, tout ce qui entoure directement et qui sert à son fonctionnement. Ça va du marché, du produit, de qui sont les fournisseurs, de qui sont les clients, surtout dans le cas de service à la personne, comment on va chercher du business là-dedans, quels sont les outils de production, est-ce qu'il y a beaucoup de concurrents, est-ce que les concurrents attendent que le cédant revende, est-ce que ça fait 20 ans que le cédant est là et qu'il prend des parts de marché parce qu'il est copain avec tout le monde, mais que s'il s'en va, est-ce que le repreneur va réussir à le faire? En tout cas, voilà, ça fait partie du diagnostic à creuser. Et enfin, est-ce que si l'ancien dirigeant s'en va, est-ce qu'il part pas avec toutes les compétences clés? Est-ce qu'on était sur un dirigeant qui gérait tout, et le jour où il part, il y aura plus cette personne-là pour gérer tout. Et puis, si les meilleurs éléments restent, voilà, c'est quand même beaucoup mieux. Et enfin, les facteurs financiers, et c'est là où je vais vous apporter mon regard de banquier par la suite, sur la valorisation, sur le montage, les apports, crédit vendeur, la faisabilité, et enfin ce qui reste comme trésor dans la boîte. Alors, on se pose tous la question de comment on valorise une boîte et quelle est la bonne valo. La bonne valo d'une boîte, c'est quand le repreneur se dit c'est le bon prix et le cédant se dit c'est le bon prix. Voilà, merci, au revoir. Alors, il y a plein de façons de valoriser la boîte. Il n'y a pas de formule magique. Il n'y a pas de ratio précis qu'on peut vous donner. Par contre, vous donner des techniques et des façons de l'aborder. Souvent, la valorisation s'est faite avec l'expert comptable. L'expert comptable, c'est lui qui sera le plus à même de vous accompagner sur la bonne méthode ou d'en utiliser plusieurs pour arriver au meilleur prix et pour que le cédant retrouve ses petits et pour que le repreneur, lui, il ait la vraie valo de la boîte et qu'il ne se retrouve pas en difficulté par la suite. Donc sur les 3 valorisations, elles ont toutes des points forts, elles ont toutes des points faibles. Le mieux, c'est de les croiser. D'abord, la première, c'est la méthode patrimoniale. Là, celle-là, elle est simple. C'est qu'est-ce qu'elle a l'entreprise comme matériel, comme locaux, enfin voilà, tout ce qu'elle a elle-même. Est-ce qu'il y a de la trésor sur la boîte et est-ce qu'il y a des dettes? Hop, on enlève les dettes, on enlève la trésor. Voilà ce que ça donne sur la méthode. Là, je dirais que pour les services à la personne, ça n'a pas forcément de sens parce qu'en soi, on n'est pas dans une activité où on finance une usine où on n'a pas un gros actif en face. Celle-là, ça serait peut-être pas la mieux pour les services à la personne. Des méthodes comparatives. Là, pour le coup, ça consiste à regarder partout autour de nous comment ont été valorisées les autres boîtes, à combien elles ont été achetées ou cédées. Donc l'idée, c'est de se dire, d'essayer de trouver des boîtes qui font la même taille, qui ont la même activité, à peu près le même nombre d'employés, à peu près la même façon de fonctionner, de regarder à combien elles ont été vendues et de se dire, bon bah voilà, on a une fourchette, la mienne, où est-ce qu'elle est, un peu au-dessus, un peu en dessous. Ça marche quand il y a eu beaucoup de sessions. Pour le coup, quand je vous ai dit qu'il y en aura beaucoup dans les 5 prochaines années, ça marchera très bien dans 5 ans. Là, pour l'instant, en tout cas, elle peut servir pour se faire un ordre d'idée, forcément, c'est comme dans l'immobilier, quoi. On sait que si partout autour de nous, c'est 5000 mètres du mètre carré, on va pas la revendre à 10 000 mètres du mètre carré, quoi. Et à l'inverse, on sait qu'on va pas acheter à 1000 mètres du mètre carré. Et enfin, la dernière méthode, c'est la rentabilité. Ça, pour le coup, d'un point de vue banquier, c'est la plus efficace et je vais vous expliquer pourquoi après. Mais en tout cas, la rentabilité, l'idée, c'est de voir ce qu'elle dégage comme richesse et de se dire, si jamais elle devait être endettée, qu'est-ce qu'elle pourrait rembourser comme dette en 7 ans. Ça, finalement, c'est un peu comme ça c'est ça qu'on vérifie, nous, côté banque. C'est-à-dire qu'une boîte, si pour être viable, si elle est vendue à 1 million d'euros et que si elle emprunte 200 000 euros, elle n'est pas capable de le rembourser, la boîte, c'est qu'elle est vendue beaucoup trop cher. Ça, c'est une certitude. Par contre, si elle est vendue 1 million d'euros
et qu'on sait qu'elle est capable de rembourser une dette de 800 000 euros sur 7 ans, tout en gardant de la marge pour pouvoir s'autofinancer, bah là on se dit c'est à peu près le bon prix. Et en tout cas, moi, repreneur, si j'ai une boîte qui fonctionne comme ça, qui sait rembourser sa dette et qui garde des capacités d'autofinancement, c'est qu'à peu près, a priori, c'est les bonnes valeurs. Donc voilà, nous, banquiers, on va beaucoup utiliser celle-là. Donc, comment ça se... Hop là, j'ai remonté juste au-dessus. Comment ça se traduit Quand on regarde ça, en fait, il y a des ratios. Alors, vous en trouverez aussi sur Internet. Pour info, des ratios qui peuvent vous guider. Même si c'est difficile d'avoir une vérité générale. Enfin, je vais pas arrêter de vous dire que de toute façon, c'était à chaque fois différent. Mais globalement, dans les entreprises de services, la valo d'une boîte par rapport à son chiffre d'affaires, c'est en grosso modo, sur les dernières années, mais service c'est très large. Déjà que service à la personne c'est large, sur le service c'est encore plus large, c'est 90% du chiffre d'affaires. Globalement, c'est à peu près ça. Et par rapport à l'EBITDA ou l'EBE, ce qui en fonction de ce qui vous parle le plus. En tout cas, l'EBITDA pour info, c'est le chiffre d'affaires. Enfin, non, c'est la rentabilité qui est générée vraiment par l'activité. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas les financements, les amortissements, tout ce qui vient après, les produits exceptionnels, tout ça. Ça correspond à moins de 6 fois le BE, à peu près. Donc, si on arrive à peu près à ces ratios-là, et que la boîte est en capacité de rembourser la dette, avec la ratio que je vous donnais après, c'est qu'a priori, c'est la bonne valo. En tout cas, c'est que quand vous êtes repreneur, vous allez plutôt dans la bonne direction. En tout cas, c'est a priori, c'est que vous n'avez pas retrouvé le bec dans l'eau ou en surendettement. Ouais. Bah, alors, ça va dépendre. Alors, ça va dépendre des retraitements. En fait, ouais, souvent c'est le salaire du dirigeant. En fait, il faut le retraiter. Globalement, il faut le retraiter. Pourquoi ? Parce que si le dirigeant faisait, je sais pas, un chiffre d'affaires de 1 million d'euros, qu'il a un EBE de 100 000 euros, qui sont 3 dans la boîte, et que lui se paye 200 000 euros, le prochain, il va peut-être pas se payer 200 000 euros. Ou en tout cas, il aura cette marge de manœuvre pour dire ok, je vais me payer 100 000, ce qui est déjà pas mal, et du coup, ça me laisse de la marge de manœuvre, peut-être pour donner un meilleur prix ou acheter la boîte, être plus sûr d'acheter la boîte. Après, ça va dépendre des retraitements. Moi, ce qu'on voit souvent, alors en général sur les salaires, oui, on le regarde et on parle de ça, et en tout cas on les prend en compte. Les retraitements, moi de mon point de vue banquier, que j'ai un peu plus de mal à en prendre en compte, c'est quand on nous dit que sur les fournisseurs on va gagner 20%. Là, je me dis que l'ancien, si ça fait 20 ans qu'il est là et qu'il va économiser 20%, je préfère attendre de voir. Je dis pas qu'il va pas le faire, mais je préfère attendre de voir, et du coup, je vais me dire celui-là, à ce prix-là, je vais pas le retraiter. Ça se trouve, il a raison. Ça se trouve, c'est que l'ancien, il négociait jamais ses contrats et que le nouveau va négocier les contrats, mais c'est un risque à prendre, donc celle-là, j'aurais tendance à pas la retraiter. Pareil, s'il dit qu'il va utiliser beaucoup moins d'essence ou que ça va lui coûter beaucoup moins cher en transport, alors qu'on connaît la conjoncture, et en tout cas, on sait que ça peut faire comme ça et que c'est pas la mode en ce moment du pétrole, ça, on va pas le retraiter non plus. Même limite, on va prendre un petit peu au-dessus, s'il faut. Bon. Donc ça, c'est sur le côté valo, mais pour compléter ça, tout à l'heure quand je parlais de pouvoir supporter une dette sur 7 ans, ce qu'on voit souvent, ce qu'on aime bien nous banquiers, c'est quand même que tout le monde soit autour de la table et qu'on ait tous un intérêt commun. Le plan de financement parfait, le voici. Parfait. En tout cas, qui rassure tout le monde. On a 20% d'apport. Donc le dirigeant, enfin le repreneur, on sait qu'il met aussi des billes, donc il va pas quitter la boîte demain, et il va tout faire pour qu'elle marche bien. Il a fait un prêt d'honneur. Le prêt d'honneur, je vais en parler juste après, mais je pense que oui. Aucune idée. Je sais pas du tout, mais je pense que oui. En tout cas, si on vous le présente, c'est que vous avez le droit de le voir. Je me dis que si vous avez le droit de le voir, vous avez le droit de l'avoir. Donc voilà, prêt d'honneur, ça c'est un prêt qu'on met aussi en place, on vous accompagne là-dessus chez BPI France, c'est aussi un prêt qui est là pour dire aux dirigeants, vas-y, on t'accompagne dans ta démarche d'entrepreneuriat.
C'est des montants qui vont de, je vais peut-être dire une bêtise, mais de 10 à 50 millions. Mais c'est pour mettre le pied à l'étrier et dire vas-y, on t'accompagne là-dessus. En général, il y a les départements ou les réseaux entreprendre, je sais pas si ça vous parle, les réseaux initiatives qui accompagnent là-dedans. Donc ça veut dire que finalement, il y a un enjeu sur cette, c'est que ça va dans le bon sens. Enfin voilà, on a tous envie qu'ils fassent ça. On a des prêts bancaires après, donc comme on l'a dit, prêts bancaires, une banque et nous BPI France. Là, sur les transmissions, on prend que 40%. En général, on veut aussi que la banque fasse son taf là-dessus. Donc voilà, quand on a un plan de financement, on a 20% d'apport et une durée de financement qui est de 7 ans, on est à peu près bon dans la valo, ou en tout cas sur l'espérance de vie de la boîte. Parce qu'en fait, c'est plutôt ça qu'on veut, c'est que la boîte, elle continue de vivre. Et donc effectivement, donc une fois qu'elle aura emprunté, le but c'est qu'elle rembourse sa dette. Ce qu'on regarde aussi, nous en tant que banquier, donc effectivement il y a le BP retraité, pas retraité, ou retraité comme au plus crédible possible en tout cas. Ça c'est beaucoup de bon sens. Ce qu'il faut derrière, quand on rachète via une holding, c'est ce qu'on souhaite, c'est qu'il n'y ait que 70% du résultat net qui servent à rembourser la dette. Déjà, ça laisse de la marge. Si demain, il y a une variation du chiffre d'affaires, s'il y a une variation réglementaire, s'il y a une grève, s'il y a quoi que ce soit, ça laisse quand même une petite marge. Et puis, surtout, deuxième chose, ça veut dire que même s'il rembourse sa dette, le dirigeant, il restera 30% de son résultat net, soit pour se payer lui, soit pour réinvestir dans la boîte. Et peut-être embaucher de nouvelles personnes, en tout cas, continuer de faire grandir la société. Je regarde juste le temps, 39, ça va. C'est bon. C'est pas trop long pour vous, ça va ? Non. Voilà, sur les repères financiers. Maintenant, comment nous, on va vous accompagner ? Voilà, comme tout à l'heure, un petit continuum. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, d'abord, une des portes d'entrée, BPI France Création, BPI France Université, la bourse de la transmission. Ça, si vous cherchez à racheter une boîte, si vous avez un projet de ce type-là, allez-y, c'est une mine d'or. Je m'enlève de la photo. Franchement, c'est une mine d'or. Vous avez plein de choses, vous avez plein de déjà d'infos. Tout ce que je vous ai mis là, ça y est globalement, mais c'est pas présenté aussi bien. Mais vous avez aussi plein d'interventions de comptables, plein de vidéos, vraiment qui vous donnent plein de clés pour y arriver. C'est un super accompagnement. Et après, vous avez la bourse de la transmission. Ça, c'est seloger.com du rachat de boîte. Pareil, vous avez plein de boîtes partout en France avec des prix, pas de prix, ça dépend. Mais en tout cas, pour un cédant, déjà, ça permet de voir ce qu'il y a aussi à vendre autour de lui. Ça lui permet de voir les prix et ça lui permet de pouvoir le mettre en vitrine. Et à l'inverse, pour le repreneur, de voir un petit peu tout ce qui est possible de faire. Ensuite, au niveau des financements, plusieurs choses. Donc, le prêt d'honneur tout en bas, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ensuite, soit en fonction de la maturité de la société, et de la volonté de la banque aussi. On peut intervenir soit en garantie, souvent, très souvent, très souvent, on est sollicité au moins en garantie là-dessus. Faut savoir qu'une transmission, en termes de réussite, c'est pas beaucoup mieux qu'une création quand c'est mal préparé. Donc c'est un événement, quand je dis ça, ça veut pas dire que vous allez vous planter quand vous allez racheter une boîte. C'est pas ça du tout le sujet, mais en tout cas pour une banque, elle va avoir la banque, elle aime pas le risque. Elle aime pas le risque qu'elle contrôle pas. Et donc quand elle aime pas le risque qu'elle contrôle pas, elle essaye de minimiser le risque. Soit elle finance pas si on n'est pas là, soit elle finance et on lui dit t'inquiète, vas-y, on va prendre du risque avec toi, parce qu'on a envie vraiment que cette boîte elle tienne. On va essayer de sauver des emplois le plus possible. Ensuite, on peut intervenir avec le prêt de transmission, donc comme je le disais tout à l'heure, en sachant quand même qu'on a sur ces dispositifs, mine de rien, sur la garantie, on a quand même notre mot à dire. C'est-à-dire que si vous avez une banque qui vient, elle a des intérêts, la banque, hein, comme toutes les boîtes, elle a plusieurs clients. On a aussi, nous, via la garantie, pour objectif de réguler tout ça. C'est-à-dire que si demain, il y a un jeune entrepreneur qui veut racheter une boîte, la banque lui dit moi, je vais te financer 100%, quitte à ce que ça soit un peu limite sur la capacité de remboursement derrière. Mais je sais que le papa, il a 3 boîtes et puis qu'il a plein de sous, donc c'est pas grave. Je vais prendre un risque un peu inconsidéré en me disant que c'est le papa, vu que c'est le client aussi, qui va prendre le relais.
Quand c'est comme ça, nous, on n'a pas vocation à intervenir. Par contre, si c'est un jeune entrepreneur qui met ce qu'il peut en fonds propres et qui sait qu'il va s'investir dedans, là, le risque est peut-être plus gros. Mais par contre, là, on est vraiment dans ce que nous, on souhaite faire. C'est pousser les gens à entreprendre et pousser les banques à aller dans le bon sens et pas à dire, OK, pour une survalorisation d'une boîte et on te la surfinance, parce que nous, de toute façon, on s'en fout. Parce que de toute façon, on a ce qu'il faut pour nous rattraper derrière. Ensuite, on a l'activité de capital transmission. Donc là, c'est les entrées au capital, comme je disais tout à l'heure. Je connais un peu moins, pour être tout à fait honnête. Et enfin, on a l'accompagnement. Et ça, du coup, c'est mes collègues qui vont vous en parler, parce que justement, on a un super produit qui a été mis en place il n'y a pas longtemps. Mais avant ça, je reviens. Il y a plein de surprises là-dedans. Non, ça reprend à peu près ce que je disais. Au final, prêt d'honneur, prêt transmission, en sachant qu'on est sur les PME et TPE. Une PME, c'est moins de 250 salariés, moins de 50 millions de chiffre d'affaires et moins de 43 millions de total bilan. En sachant que l'objectif, comme on l'a dit tout à l'heure, on est sur les axes stratégiques de la France de demain. Donc nous, l'objectif, quand on va accompagner un dirigeant, quand il va reprendre une entreprise, on a envie de vous aider là-dedans, on a envie que vous soyez bon et on a envie que l'entreprise rayonne, comme toutes les entreprises françaises. Donc, on va vous financer là-dessus. Mais le but, c'est qu'on ait une vraie relation derrière et qu'on vous accompagne sur tous les pans, sur la transition écologique derrière, sur la formation de dirigeants, formation des équipes, sur la marque employeur, sur comment garder ses salariés. Et voilà, ça c'est surtout l'accompagnement. Donc vous allez y venir un peu plus précisément. Ça permet aussi aux dirigeants de ne pas se sentir seuls. Après je vous donne la parole. Je suis pas sûr avant de l'accompagnement, et j'aime bien mon accompagnement. Il y a un truc super, c'est que vous retrouvez dirigeants avec plein d'autres dirigeants. Et ça, pour le coup, quand vous êtes seul au volant, à la barre d'un gros paquebot, c'est quand même super sympa quand vous avez d'autres paquebots à côté avec qui vous pouvez discuter pour dire moi j'ai ces problèmes-là, est-ce que toi aussi tu l'as quoi ? Et comment tu l'as géré ? Et comme ce qu'on fait nous en entreprise, entre patrons, c'est important aussi. Et voilà, on arrive au bout. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non, plus vous. Alors, allez-y. Ouais. On doit rembourser 70% de la dette avec le résultat. Alors, c'est l'inverse. C'est 70% du résultat de rembourser la dette, plutôt. J'ai inversé nos dates. Mais du coup, la dette, dans la valorisation, il y a par exemple de la trésorerie. Est-ce qu'on retire la trésorerie de la valorisation ? Ouais. Par rapport à ce qu'on peut rembourser ? Ouais. Alors, oui. Vous allez la retirer, oui. Parce qu'en fait, vous achetez aussi, quand vous achetez de la trésorerie, finalement, c'est dans le package, ouais. Donc, par exemple, on achète 1 million, il y a 250 000 de trésorerie. Notre réflexion, ça va être de dire je vais pouvoir rembourser 750 000 sur 7 ans, c'est ça ? Alors, pardon, vous pouvez me redire ? Puisqu'on rachète 250 000 qu'on a déjà, parce que c'est la trésorerie. Ouais. Mais on a quand même emprunté 1 million, par exemple. Ouais. C'est quoi la réflexion ? Je me dis, j'essaie de rembourser 750 000 sur 7 ans ou j'essaie de rembourser 1 million sur 7 ans ? Ça dépend de combien vous allez emprunter. En fait, le schéma est pas aussi simple que ça, parce qu'en fait, il y a la valeur de l'entreprise, ce qu'elle est capable de dégager, et il y a, sa valeur et ce qu'elle est capable de rembourser effectivement. En fait, si vous achetez les titres 1 million d'euros, dont 250 000 euros de trésor, c'est-à-dire qu'en réalité, elle vaut 750. Sur les 750, en fait, si vous voulez emprunter 750 et en gardant les 250 000, elle sera remboursée, la dette, de toute façon. En fait, c'est plutôt ce qui va être important. Quand je donnais des ratios tout à l'heure en 0,9, 90% du chiffre d'affaires ou moins de 6 ans de BE, ça c'est pour savoir la valeur qu'elle va dégager derrière. Ça c'est la valeur de l'entreprise, la valeur des titres. Du coup, il y aura la dette et la trésor. Donc, effectivement, il y aura la valo de l'entreprise, elle sera en fonction de ce qu'il y a comme trésor dedans. Et après, en général,
Si dans la valo il y a de la trésor, souvent c'est qu'elle fait quand même partie. Alors on va faire sur la globalité pour répondre plus clairement à votre question. C'est effectivement, on va regarder sur la globalité parce que souvent la trésor qu'il y a dedans. D'ailleurs, c'est important ça de voir dans les négociations, c'est quel trésor il va rester vraiment au moment après l'achat. Est-ce qu'il va y avoir une remontée de dividendes exceptionnelle qui va vider complètement la boîte mais si la trésor reste, souvent vous en aurez besoin pour le BFR notamment. Donc ça fait partie quand même de la valo. Oui. Question pour le BE, mais vous venez de Ouais. préciser, c'est 6 fois le BE. Ouais, c'est un chiffre. Enfin, c'est pour avoir un ordre d'idée. C'est vraiment sur les entreprises qui sont dans le service en général. Ouais. La deuxième, c'est sur le ratio prêt d'honneur et apport perso. Vous avez évoqué 20% d'apport perso. Quel est le ratio finalement entre prêt d'honneur et apport perso dans ces 20%? En fait, le prêt d'honneur, enfin, il n'y a pas vraiment de ratio. En fait, enfin, pas vraiment de ratio. Une entreprise qui sera sous-évaluée, quelque part, s'il n'y a que 10% d'apport et qu'en plus on a un dirigeant qui est l'ancien gérant de la boîte et que si la boîte est sous-évaluée, elle va pouvoir supporter cette dette-là. Donc en fait, ça dépend vraiment de chaque projet finalement. Mais globalement, sur une boîte, on va dire, un peu classique, dans un schéma un peu classique, ce à partir de quoi on part, c'est 20% d'apport. Le prêt d'honneur, il fait partie des apports finalement. Ouais. Parce qu'en fait, le prêt d'honneur, pour vous expliquer comment ça marche, c'est le dirigeant qui emprunte directement pour faire des apports dans la boîte. C'est pas une dette qui est sur la boîte directement. Donc ça fait partie des apports. Donc ça permet de faire un meilleur apport. Bon, sachant qu'apraprès, le dirigeant devra les rembourser quand même. Donc ça fera partie, ça va diminuer le BE, parce que s'il se rajoute du salaire pour le rembourser, donc ça fait partie quand même. Je vous en prie. Oui. Quand je conduis mon paquebot et que je m'adresse à mes Ouais. capitaines, on n'entend pas tout à fait ces chiffres. Moi, ça me plaît, là, ce que vous dites, presque 6 fois le BE et 0,9 fois le CA. Nickel, je vends de suite. C'est vrai que quand ils me parlent, alors peut-être qu'il y a une forme de bruit qui trouble un peu leurs paroles, mais j'en ai plus 3 fois le BE ou 30% du CA. Donc c'est pour ça que ça me paraît. Encore une fois, c'était sur le service en général. Sur le service à la personne, j'ai pas de chiffres très précis. C'est pour ça qu'il faut le prendre avec des pincettes. Après, même ces ratios-là, faut les prendre. Ça donne une bonne indication. Effectivement, pour ceux qui n'ont pas entendu, vous disiez que c'est plutôt 3 fois le BE et 30% du chiffre d'affaires. Ouais. Ça, en fait, c'est ce qui va vous donner une première idée de la valeur de la boîte. Maintenant, si avec ces ratios-là, elle est quand même pas capable de supporter de la dette, c'est qu'elle est quand même trop chère quelque part. Donc, enfin voilà, il y a plein de ficelles à tirer. Et oui, les ratios que je donnais, c'est vraiment pour le service en général, donc c'est très disparate. Et même, je pense que dans le service à la personne, il y a, en fonction des activités, de la réglementation, je pense qu'il doit y avoir plein de chiffres différents. Et ça donne un ordre d'idée. Oui. Ouais, alors c'est une question piège que vous me faites. Non. si. Alors en fait, pas que BPI. Je sais, en tout cas, passer par BPI. En fait, il y a plusieurs entités qui sont capables de le faire. Il y a BPI France et après il y a les réseaux Entreprendre, Initiative et ces réseaux-là. Je pense. Comment ? France Active aussi. Voilà. Et en fait, quand on s'adresse à nous, enfin, on se connaît tous et on fait tous la même chose. Donc nous, on le fait. Mais les partenaires aussi, et en fonction de, je sais pas d'ailleurs, en fonction de quoi, qui fait le prêt d'honneur. Mais en tout cas, si vous vous adressez à BPI France, on sait faire la démarche de vous amener jusqu'au prêt d'honneur. Dans un processus de cession, c'est Ouais. un peu la BPI qui va un petit peu syndiquer les différents bailleurs de fonds, banque commerciale, prêt d'honneur justement. Enfin, c'est un petit peu, quel rôle vous avez Alors, déjà là-dedans en fait, il y a. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui coordonne un petit peu les différents financements, les conditions de taux, les contrats d'utilisation des garanties? Alors, les conditions de taux, on n'a pas notre mot à dire. Non, là-dessus, on n'a on n'a pas vocation à ça, parce qu'en plus pour les banques, ça va dépendre de leur business. Enfin, est-ce qu'elles achètent de l'argent sur le marché, comment est le marché, tout ça. Donc, on n'a pas du tout vocation à faire ça. En revanche, sans qu'on ait une mission de conseil à proprement dit comme un cabinet de conseil, c'est pas notre rôle non plus. En revanche, quand même, les banques, ce qu'elles se disent, c'est si BPI y va, c'est rassurant.
Donc, ça arrive quand même très régulièrement qu'on ait des banquiers qui nous appellent, qui disent voilà, j'ai ça, j'ai ce projet-là, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous suivriez? En général, si on suit, ils y vont. En général, si on suit pas, ils y vont quand même. Non, ils y vont, mais ils sauront que c'est peut-être un peu plus risqué ou voilà, ils vont se poser d'autres questions et ça va aussi renforcer leur point de vue aussi. En général, quand ils nous appellent pour demander ça, c'est qu'ils se doutent qu'il y a peut-être un problème dans le potage et que c'est pas tout à fait juste comme montage ou qu'il y a un risque derrière. Nous, l'objectif, c'est de dire, en fait, là où on est coordinateur quelque part. Coordinateur, j'aime pas trop le mot parce que ça voudrait dire qu'on donne des. En fait, là où on est, comment dire, fédérateur, ouais. En fait, c'est que BNP, par exemple, ils voient que leur transmission à eux. Société Générale, ils voient leur transmission à eux. CIC, ils voient leur transmission. Enfin, toutes les banques, mais ils passent tous par nous. Ce qui fait qu'on a une espèce de culture générale et on sait à peu près ce qui se fait et on sait à peu près ce qui marche aussi parce qu'on les voit, on voit les boîtes qui marchent et les boîtes qui marchent pas non plus. Donc, ils nous écoutent, mais sans qu'on soit non plus leurs conseils. Ils vont pas nous suivre les yeux fermés non plus, quoi. Ce que je veux dire, c'est que le chef d'entreprise qui vend, qui va acquérir, il va chercher ce financement, puis il va devoir donc avoir un interlocuteur des BI pour une partie de ce financement, le banquier A, le banquier B éventuellement. Ouais. Voilà, c'est ça, je comprends. C'est lui qui fait la synthèse et qui cumule. Ouais, en fait. Aussi informer la BPI que, tiens, j'ai déjà après. Ouais, souvent on se parle quand même. En fait, souvent quand il y a, alors, ce qui peut se passer assez régulièrement, c'est une banque quand à certains montants ou dans certains cas, elle aime bien partager, elle aime bien qu'il y ait plusieurs personnes qui financent un même projet. Par contre, ils aiment bien aussi garder les flux, ils aiment bien garder les assurances, ils aiment bien garder tout ça. Et donc, ils aiment bien que celui qui finance après, ça soit plutôt BPI France qui va pas faire tout ce business-là à côté, plutôt qu'une autre banque. Donc, en général, quand un dirigeant dit bonjour, j'ai besoin de ça, et que la banque se dit il faut quelqu'un qui cofinance avec moi, il va avoir deux réflexes. Soit il va voir le copain chargé d'affaires de la banque d'à côté qui a déjà partagé une opération avant et qui a été faire, qui a pas piqué le client. Soit il s'adresse aussi à nous. Et nous, on est très friands d'aller aux côtés des banques pour financer les transmissions d'entreprise, en sachant que aussi, ce qui arrive aussi régulièrement, c'est que quand on vient parler devant vous comme ça, en général, vous avez quand même BPI France en tête, et du coup, quand vous avez ce projet-là qui arrive, vous venez aussi nous voir d'abord, et j'en ai eu un en début de semaine qui prévoit de racheter une boîte qui est d'abord passée par moi et qu'après, il va voir des banques. Et je sais qu'aux banques, il va leur dire BPI est déjà un peu chaud. Et ça va un petit peu les rassurer et voilà. Mais après on va parler entre banques et parler avec le dirigeant, quoi. Pour moi, il n'y a plus de questions. Il vous reste 5 secondes. Après, je passe la main. Bon, j'ai peut-être été... Ah non, ça va. C'est un peu long. Je vous remercie en tout cas. Et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions qui reviennent après. Merci. Bonjour à tous, j'espère ne pas être trop longue puisque vous êtes normalement censé rester 1 heure pour la conférence, mais on va essayer d'être très rapide. Donc je suis ici avec Laura et Stéphane pour vous présenter l'accélérateur entreprise de services à la personne. Je vais essayer de faire défiler les slides, voilà nos très belles photos. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous parler de la genèse des accélérateurs et comment on en est arrivé à créer ces programmes d'accompagnement. Donc nous sommes partis de plusieurs constats pour créer ces accélérateurs. Premièrement, on s'est rendu compte, comme le disait Loris très bien tout à l'heure, que les gérants et gérantes d'entreprise étaient souvent seuls face à leurs problèmes du quotidien, de gestion du personnel, étaient souvent trop isolés. Et deuxièmement, on s'est rendu compte qu'en France, on avait beaucoup de PME, mais malheureusement très peu de TI par rapport à nos pays voisins comme l'Allemagne. Et notre ambition était de faire grossir nos PME pour qu'elles soient compétitives en France et à l'étranger. Donc on a décidé en 2015, donc il y a presque 10 ans, de créer le premier accélérateur qui était PME. Donc c'était un accélérateur qui était généraliste, où toutes les entreprises de tout secteur d'activité est réparties sur tout le territoire français,
et Outre-mer que les entreprises pouvaient intégrer. Donc on a lancé la première promo, comme je vous le disais, en 2015. On avait 30 entreprises et l'expérience a bien fonctionné puisque nous allons lancer en 2025, avec Sidonie également, que je n'ai pas cité, la 10e promo de l'accélérateur PME. Donc on est très fiers de ces programmes. Ensuite, ce sont les conseils régionaux qui sont venus nous voir pour lancer ces programmes, donc les accélérateurs régionaux. Donc là, on est sur le même critère, sauf qu'il fallait que l'entreprise soit sur une région. Donc on a lancé des accélérateurs franciliens, accélérateurs Hauts-de-France, Bourgogne-Franche-Comté. Et l'expérience marche tout aussi bien parce que nous avons lancé cette année l'accélérateur Anti-Guyane cette année. Et c'est une très belle réussite également. On a également lancé des accélérateurs de filières. Donc au début, on était surtout sur des filières industrielles, donc l'aéronautique, l'automobile, la défense. Et aujourd'hui, on couvre quasiment toutes les filières, donc du Modélux, cosmétique, et le petit dernier qu'on lance cette année, qui est l'accélérateur entreprise de services à la personne, que nous lançons en partenariat avec la Direction générale des entreprises, la FESP et la FEDESAP. Je crois que Nicolas Rousseau doit être présent, voilà, qui représente la FESP. Nicolas, si vous voulez bien venir et nous dire pourquoi vous avez décidé d'accompagner les entreprises de services à la personne à travers ce programme. Ça fonctionne. Qui est l'accélérateur. Oui, la fédération déjà accompagne toutes les entreprises de services à la personne. Donc nous avons un certain nombre d'entreprises adhérentes et effectivement, à un moment donné, les administrateurs nous ont dit écoutez, est-ce que il faudrait qu'on trouve un programme. Au démarrage, c'était plutôt un programme de formation ambitieux avec une grande école. Et puis, en cherchant, on est tombé sur BPI France. Et là, on a trouvé que le dispositif qui était proposé, qu'on va vous présenter, était beaucoup plus adapté à des entrepreneurs qui se posent, qui veulent prendre du recul, qui ont décidé soit de faire de la croissance externe, soit de revoir la stratégie de leur propre entreprise. Et le dispositif nous a paru beaucoup plus adapté puisqu'il à la fois associe du conseil et de la formation de haut niveau. Donc du coup, on a avancé sur ce ensemble avec BPI France. On a co-construit aussi certains contenus, enfin en tout cas des intitulés de formation. Et puis et aujourd'hui, on en est presque au lancement. D'ailleurs, il resterait quelques places. Voilà, les places sont limitées déjà, mais il faut très vite se positionner puisque normalement, on doit démarrer dans quelques semaines maintenant, c'est-à-dire 17 décembre. Voilà, c'est ça, mi-décembre. Écoutez, je crois que c'est tout. Donc en tout cas, on encourage vraiment et n'hésitez pas soit à revenir à la suite de cette conférence, soit aller directement auprès de BPI France, puisque vous aurez certainement les coordonnées, soit vous venez vers nous aussi on vous parlera de ce dispositif et on vous mettra en relation, évidemment. Merci beaucoup. Laura, donc tu es chef de programme accélérateur chez BPI France. Oui. Tu vas suivre les 30 entreprises qui vont rejoindre le programme pendant ces 18 mois. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le programme ? Tout à fait. Donc déjà, avec nos partenaires, la FESP, la FEDESAP et la Direction générale des entreprises, on a travaillé sur des objectifs communs à partir de ce qu'ils nous ont raconté du secteur, qui était tout nouveau pour nous, et également à partir d'études de marché qu'on a réalisées. Et donc l'idée est de répondre à vos besoins, qui sont des besoins en termes de stratégie, travailler votre stratégie, vous aider à vous développer sur des sujets d'organisation, de restructuration de l'entreprise. Vous avez aussi des sujets forts de développement commercial. Comment est-ce qu'on vous aide à faire plus de performances ? Des sujets évidemment de recrutement, d'attraction de vos talents et puis également de fidélisation. Et puis un autre sujet fort qui est la transformation digitale et les sujets d'évolution réglementaire. Alors pour rentrer un peu plus en détail sur l'accélérateur,
Non, ça, de l'autre côté. Voilà, c'est un accompagnement du coup sur 18 mois. Qui se lancera le 17 décembre. C'est destiné à 30 entreprises qui ont un fort développement de croissance pour les années à venir et qui est composé de plusieurs volets. Donc un parcours individuel avec du conseil sur mesure et personnalisé pour chaque entreprise. Je vais le détailler juste après. Et puis, on a un parcours plus collectif avec des séminaires qui sont co-construits avec une école qui est l'Audencia pour nous. Et des rencontres filières qui sont faites, c'est des journées qui sont faites pour répondre spécifiquement aux besoins des dirigeants qui rejoignent l'accélérateur. Et après, on parle d'esprit de promotion, effectivement, parce que entre chaque journée de séminaire, journée filière, vous le verrez un peu après parce qu'on a un calendrier, vous avez des dîners, des soirées. On a aussi des rencontres qui sont faites autour de la communauté des accélérés et donc qui sont faites vraiment pour créer toute une communauté à la fois d'accélérer chez BPI France et en même temps d'entreprises de service à la personne. Le suivi personnalisé, c'est moi. Stéphane. Donc on a avec nous Stéphane Cohen, qui est le dirigeant d'Anacour, qui est membre adhérent de la FESP et qui a été accéléré dans la 5e promotion d'un autre accélérateur qui s'appelle l'accélérateur francilien, donc plus territorial, mais qui est un accélérateur qui a aussi du conseil sur mesure, aussi des séminaires et pas de journée filière, mais en tout cas le parcours collectif. Oui, exactement. C'était plutôt 12 mois chez nous, donc on en redemande avec 18 mois, effectivement. Pour me présenter, je suis Stéphane Cohen, je suis dirigeant fondateur d'une entreprise qui s'appelle Anacour. Anacour, on évolue dans le secteur de l'enseignement. On fait plus particulièrement du soutien scolaire ou des cours particuliers à domicile. Et à ce titre, nous sommes une entreprise de service à la personne. Aujourd'hui, Anacour, aujourd'hui, ça fait 25 ans, on travaille avec 7000 intervenants qui interviennent auprès de nos 14 000 élèves. Et pour cela, nous disposons d'agences de proximité, de lieux de proximité. On a 50 agences en France dans lesquelles travaillent 100 collaborateurs. Et ces 100 collaborateurs exercent des métiers de conseiller pédagogique, chargé de recrutement ou responsable d'agence. Et donc, pour quelle raison j'ai choisi l'accélérateur ? Moi, je connaissais BPI pour son métier, puisque ça veut dire Banque publique d'investissement, donc pour ces métiers initiaux d'investissement, de prêteur également. Et j'ai découvert en 2023, donc l'an dernier, au cours du premier semestre, l'accélérateur. On m'a présenté plutôt l'accélérateur BPI. Et nous, chez Anacour, on est rentré au mois de juin 2023 et on est sorti au mois de juin 2024, puisque ça a duré 12 mois pour cet accélérateur francilien. Pourquoi on est rentré ? C'est parce que, d'abord, cette présentation, elle est très intéressante et elle correspondait exactement avec ce qu'on recherchait, puisque l'intérêt pour moi, quand je lis ça, finalement, puisque c'était les mêmes items qu'on m'a présentés, c'était de me dire, super, je vais challenger mon organisation. Et en même temps, je vais me challenger moi-même. Donc, je vais projeter l'entreprise sur les années à venir. C'était ça l'intérêt. Et j'ai 3 objectifs qui m'ont poussé à le faire. La première, c'était de redéfinir ma stratégie et la clarifier. Ma deuxième, c'était d'adapter mon organisation interne à cette stratégie clarifiée. Et puis ma troisième, j'ai utilisé BPI pour embarquer mes équipes. Parce que tout seul, ça fait 25 ans que j'embarque mes équipes, c'est très bien. Mais au bout d'un moment, ils commencent à me connaître. Et je me suis dit, tiens, je vais faire appel à quelqu'un d'extérieur. Et ils vont venir embarquer également ces équipes avec la belle histoire qu'on va raconter et les projets qu'on va développer. Donc c'est ça ce qui m'a poussé finalement à choisir et à rentrer dans l'accélérateur. Merci Stéphane. Alors pour rentrer un peu plus dans les détails de effectivement l'accélérateur, donc dans la partie individuelle, vous avez une branche pour les PME qui font entre 1 et 10 millions de chiffres d'affaires et une branche pour les PME qui font plus de 10 millions de chiffres d'affaires. Avec l'idée, la différence entre ces deux parties, c'est le nombre de jours de conseil qui sont dédiés. Mais ça commence toujours par un diagnostic 360 de l'entreprise. L'idée, c'est de faire une cartographie en fait de vos entreprises. Donc, c'est un responsable conseil chez nous qui vient échanger pendant 1 heure avec vous, mais aussi les éléments clés de votre structure et échanger potentiellement avec vos fournisseurs, vos clients. Et l'idée, c'est vraiment de vous apporter à la fois les leviers d'action pour évoluer encore plus vite et plus fort, et en même temps, vous identifier des freins pour votre entreprise. Donc ça, c'est la partie conseil. Et une fois que cette cartographie a été réalisée, l'idée, c'est de faire un module complémentaire
ou 2 modules pour les entreprises de plus de 10 millions. Et sur ces modules, la liste n'est pas exhaustive, mais vous avez de la stratégie, vous avez de la performance commerciale, transformation digitale, RSE. Voilà, il y a même Industrie 4.0, mais ça correspond pas trop au secteur. Et puis, donc, pour cette partie individuelle, Stéphane, est-ce que tu veux nous raconter un peu comment s'est passé pour toi le diagnostic et comment est-ce que ça a été vu surtout par tes équipes? Parce que c'est pas évident d'avoir quelqu'un... Non, alors je ne sais pas si c'est encore la même chose, mais le consultant qui intervient en diagnostic nous suit pendant toute la durée, c'est ça, de l'accélérateur. Est-ce que c'est toujours le cas? Donc, oui. Nous, c'était le cas. Donc, c'est une personne, vaut mieux s'entendre avec elle déjà. C'est intéressant que le courant passe bien, puisqu'on doit avoir des échanges fluides. Mais en général, voilà, BPI nous a mis en place un consultant avec qui ça a bien fonctionné. Alors, il se trouve pour l'anecdote, que ce consultant était en même temps client chez Anacour avant de mettre en place avec lui l'accélérateur. Et comme il doit faire un diagnostic de l'entreprise, finalement, c'était un premier diagnostic qu'il a fait en tant que client. Et ensuite, ce diagnostic, qu'est-ce qu'il doit faire? En fait, il doit interroger l'ensemble de l'entreprise. Ça va être tout l'écosystème et les parties prenantes. Ça peut être un intervenant, un client, un collaborateur proche, un partenaire. L'idée, c'est de se faire une idée de l'entreprise. Et nous, c'est ce qu'il a fait chez nous. Il a interrogé les collaborateurs que j'ai identifiés et puis les partenaires également. Et à la fin, ça vous sort une photographie. Et pour moi, la photographie, elle m'a dit 2 choses. La première, c'est qu'elle nous a délivré les points forts qui nous a permis d'arriver là où on en était en 2023. Et aussi les points d'amélioration qu'il va falloir mettre en place si on veut accélérer et développer notre entreprise. Et c'est là tout l'intérêt de cette personne qui intervient extérieure à l'entreprise et qui vous délivre cette information et qui vous permet de poser. C'est surtout que le diagnostic conseil, il est très détaillé avec tous les items et c'est vraiment un travail qu'il est très difficile de le faire soi-même avec sa propre entreprise. Donc un regard extérieur avec des méthodes vous délivre quelque chose de très détaillé qui vous permet d'être une vraie base de travail pour la suite. Merci. Et donc, ce que je voulais dire, c'est effectivement que donc il y a le responsable conseil qui intervient pour toute cette partie cartographie, et ensuite, avec lui, vous identifiez. En fait, on a un vivier de plus de 500 consultants qui correspondent aux différents items dont on a parlé. Et l'idée, c'est d'identifier la bonne personne avec ce responsable conseil. Et ensuite, on a donc tout le volet collectif avec la partie, comme je vous le disais, avec l'université, avec la grande école là qui est Audencia, où on va avoir des cours. Donc l'idée, c'est de ne pas avoir de cours magistraux. C'est vraiment, c'est des journées constituées d'ateliers. Et donc c'est un expert qui vient souvent avec un regard extérieur et un peu nouveau par rapport à tout ce qu'on peut trouver. C'est des experts de très bonne qualité. Donc on va avoir des sujets comme la stratégie, la performance commerciale, la gouvernance. On a les sujets de financement également. Et puis on a également les journées filières qui là correspondent exactement aux besoins des dirigeants qui sont dans la promotion. Et donc c'est des sujets, souvent on commence par une journée sur les grandes tendances de la filière, mais ensuite on peut avoir vraiment des sujets de transformation digitale. Enfin vraiment l'idée c'est de répondre aux besoins des dirigeants dans l'accélérateur. Et donc sur cette partie, Stéphane, est-ce que tu peux nous dire, toi, comment est-ce que ça a été perçu? Et surtout que vous pouvez venir à 2 en fait à chaque journée collective. Ouais, nous c'était, on a eu ce programme à l'ESCP, donc l'école de commerce à Paris. Et c'était des sujets majeurs pour toute entreprise. On a eu de mémoire finance, RH, management, marketing, et puis RSE. Enfin, avec BPI, je suis obligé de dire le mot RSE. On m'a. Donc et RSE également. C'est vrai. À la fin de la filière. Mais je pense que maintenant, ça doit être un peu plus intégré en amont. Et voilà, donc c'est des sujets, c'est intéressant parce que les formateurs, les professeurs sont... alors déjà pour nous qui enseignons, puisqu'on fait du cours particulier, ça me parle d'aller sur des bancs d'école et de recevoir une formation. Et deuxième chose, les professeurs sont de très bonne qualité. Ils sont enseignants et en même temps ils ont une activité. Donc soit ils sont entrepreneurs, soit ils travaillent dans une entreprise. Donc c'est des cours très pratiques, avec beaucoup de pragmatisme, et ça parle tout de suite. C'est-à-dire, on se dit tout de suite, par exemple, je me souviens d'un cours sur les RH, et je pense que dans les services à la personne, le sujet RH parle à tout le monde. On a des vraies problématiques, que ce soit dans le recrutement, dans la fidélisation, dans l'engagement. Et là-dessus, vous avez quand même
une intervenante, je me souviens, qui était particulièrement au fait des enjeux et on apprend, chaque heure vous apprenez, tiens, ça me parle, je pourrais le mettre dans mon entreprise, tiens, évidemment, ça, comment je fais pour faire une rétention des talents, comment je fais pour mieux recruter. Et elle vous délivre des choses, après vous prenez pas tout, hein, de toute façon c'est un cours magistral, mais après c'est très pratique, donc vous voyez très bien que même à l'échelle d'une entreprise, qu'elle soit petite, moyenne ou un peu plus importante, il y a beaucoup de choses intéressantes à prendre et si on ne va pas dans ces moments-là, dans cette école-là, auprès de ce programme-là, on n'a pas forcément tous dans notre quotidien la possibilité d'avoir ces informations. Donc pour ça, moi je trouve que c'était très intéressant là-dessus. Et les collaborateurs, effectivement, à chaque fois, j'avais la chance d'avoir un collaborateur avec moi spécialisé dans sa thématique. Oui, c'est ça, c'est l'idée de pouvoir. C'est l'intérêt, ouais. je reviens sur le fait d'embarquer les personnes, puisque chaque personne dans l'entreprise, pas toutes les personnes, mais les plus proches collaborateurs, que ce soit RH, marketing, management, finance, je pouvais les accompagner, ils pouvaient m'accompagner au cours de ces cours magistraux. C'est ça, magistraux. et en plus de ça, effectivement, il y a une plateforme e-learning BPI France Université sur lequel vous avez des webinaires sur tout un tas de sujets, plus les cours qui sont remis en ligne à la suite des journées de séminaires et filières. Alors là, je pense que... Vas-y. Bon, la suite, c'est effectivement le calendrier, mais c'est pour vous donner un aperçu parce que les dates sont fixées en avance. Donc, on lance le 17 décembre à BPI France Haussmann et à chaque fois, c'est 2 journées consécutives pour nous permettre de faire une soirée entre les deux et parce que les dirigeants qui sont présents dans l'accélérateur viennent de toute la France. Donc, l'idée, c'est plus pratique pour eux. Et donc, Anne-Pauline, est-ce que tu veux nous parler des critères d'éligibilité de l'accélérateur ? Oui, c'est bon, j'ai le micro. Alors, qui recherchons-nous pour cet accélérateur ? Donc, nous recherchons des entreprises qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 1 million d'euros, qui ont plus de 10 collaborateurs et qui ont plus de 3 ans d'existence. Et, puisque c'est jamais terminé, qui ont la déclaration service à la personne déclarée par la dette. Bien évidemment, toutes les candidatures sont étudiées. Donc, si votre entreprise réalise moins d'1 million de chiffre d'affaires, si elle a moins de 10 collaborateurs ou si elle a moins de 3 ans d'existence, on étudiera votre candidature. Si vous êtes motivé, si vous avez besoin d'accompagnement et vous avez envie d'être challengé, n'hésitez pas à postuler puisqu'on regardera chaque candidature. On vient d'intégrer une entreprise qui réalise un tout petit peu moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc, toutes les candidatures sont bien évidemment les bienvenues. Le tarif, comme je vous le disais tout à l'heure, le programme est fait en partenariat avec la Direction générale des entreprises et le parcours est financé en partie par le ministère de l'économie à hauteur de 51%. Donc sans subventionnement, nous devrions avoir un coût pour l'entreprise de, que je ne me trompe pas, 35 600 €, merci Laura, qui revient pour l'entreprise à 17 000 € pour 18 mois. Ce qui fait un total par trimestre pour l'entreprise de 2 833 € hors taxe. Donc ça, c'est pour les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires entre 1 et 10 millions, puisque vous l'avez vu tout à l'heure avec Laura, nous avons 2 parcours. Et pour les entreprises qui réalisent un CA supérieur à 10 millions, on a un reste à charge par trimestre pour l'entreprise de 5 500 € hors taxe. Voilà à peu près ce qu'on peut vous dire sur l'accélérateur. Je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, si vous souhaitez candidater dès maintenant, n'hésitez pas. Ok. Merci beaucoup. Merci.